Docteur Piebi, bonjour. Bonjour, Monsieur Moutendi. Un coup de tonnerre a retenti du côté de la CNAMJS. Quelle est votre impression par rapport à l'éviction de Madame Coy? Comment l'avez-vous reçue en tant que médecin? Merci encore une fois, merci pour cette question. J'avoue que je l'ai appris comme tout le monde. Je l'ai appris comme tout le monde. Mais cette petite sœur que je connaissais, qui était très 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 polie, très très serviable, très gentille, quand nous étions au niveau du parti, parce qu'elle était démocrate comme moi, c'était une personne très respectueuse. Je ne pouvais pas euh, valider tout ce qui a été dit par rapport à son passé. Mais c'est vrai que en homme averti, je m'y attendais un peu. Parce que, Pourquoi? parce que C'était prévisible, docteur? c'était un peu prévisible. Par ma petite expérience, Soyez explicite. je sentais que si un problème réel survenait, elle tomberait. Parce que elle avait une façon d'apprécier certains événements qui ne respectait pas l'orthodoxie administrative que nous avons connue, nous, en notre temps. Je vais vous expliquer, par exemple. Il est arrivé une fois, quand on vient soumettre à son appréciation, un dossier, par exemple, soi-disant qu'il y a une personne qui a dû mettre la main sur le cachet d'un médecin et a essayé de l'imiter pour faire des ordonnances et prescrire les médicaments aux assurés légaux. Mais cette personne n'étant pas habilitée à le faire, ne sachant pas le faire, ça sautait aux yeux que ce n'était pas un médecin, c'était un personnage charlatan qui a voulu imiter la signature et qui a dérobé le cachet d'un médecin. Tout de suite, les pharmaciens se sont rendus compte et ont saisi la CNAMJS. Ah, attention, il y a une situation telle, il y a deux ordonnances qui sont apparues ici, qui sont mal remplies, les codes ne correspondent pas et tout, mais ces ordonnanses révèlent le cachet du docteur tel, d'un certain médecin, qu'elle connaît très bien. Elle prend cette situation, dans l'immédiat, elle prend une note, elle suspend ce médecin, et pire, elle va même suspendre la structure médicale appartenant par exemple à ce médecin. C'était une mesure conservatoire pour elle, pour essayer de retrouver l'origine de cette prescription qui n'était pas normale. Quand j'ai vu cette façon de faire, je me suis dit, ah, je ne sais pas comment ça se fera plus tard quand il y aura des vrais problèmes. J'ai commencé à me douter un peu de sa connaissance des mécanismes. Cette clinique était-elle, le propriétaire tout de même, était-il un partenaire de la CNAMJS, docteur? Mais justement, parce que le problème c'est qu'elle avait une façon de gérer, elle confondait ses administrés et les partenaires. Vous voyez, les pharmacies qui sont des partenaires de la CNAMJS, si jamais il y a un problème, le renonce ou quoi, elle décide de ne pas payer cette pharmacie. Unilatéralement, elle prend une décision, elle dit je ne paye pas ces factures et elle ne paye pas. C'est comme si c'était un de ses employés qui a décidé d'arrêter. Cependant, il s'agissait là de collaboration, C'est de partenariat. de partenariat. Quand il y a un problème avec un partenaire, vous l'appelez, vous l'écoutez avant de prendre des sanctions. Et si vous avez le droit de les prendre, mais avant d'arrêter, avant de suspendre, prenez le soin d'écouter votre partenaire. Elle ne l'a jamais fait. Donc là, déjà, je me posais des questions, mais où est-ce que ça ira comme ça? Et quand je suis tombé sur son éviction de la table, je me suis dit, oh, que se passe-t-il? En suivant, et quand j'ai vu sa correspondance, quand elle a écrit à son PCA
pour dire qu'elle n'a jamais été entendue et tout, alors qu'elle est subalterne. C'est même pas un partenaire, c'est pas un partenaire, c'est une collaboration. Je me suis dit, Une note de signalant la contestation même de son éviction. Effectivement. Et là, j'ai vu aussi maladresse. Peut-être ça ne peut pas se faire comme ça. Surtout qu'on parlait d'une éviction, d'une suspension provisoire. Non. Quand ta hiérarchie te suspend, il y a une démarche. Mais tu vas vers. Tu ne commences pas à prendre un courrier, et, toute négligence, tout ça, ça ne me concerne pas, ça concerne peut-être... Attendez, moi j'étais sûr que sa situation devait s'enfoncer. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'expérience de la gestion administrative. C'est ça, il faut une certaine expérience dans la gestion administrative, dans les rapports. Et même j'avais adressé une correspondance à cette dame où je disais de faire attention à la gestion des ressources humaines, qui n'est pas facile. Je lui ai dit, parce qu'à l'époque, pour moi, c'était une petite sœur à moi, très respectueuse, comme je la connaissais avant, et je me suis permis de lui faire cette correspondance à laquelle elle n'a jamais répondu. Donc, pour moi, qu'elle parte, ce n'est pas trop une surprise pour moi. J'avais vu qu'elle avait changé. C'était plus la même personne. C'était plus la personne qui, quand on venait la voir, elle était courtoise, elle sortait même vous recevoir, vous dire au revoir en partant. C'était plus la même personne. Elle ne recevait plus. Vous avez un problème avec elle, vous écrivez, elle ne répond même pas. Et ça peut passer des mois et des mois sans réponse. Quelque temps avant son avènement, toujours sous la transition, docteur, nous avons assisté tout aussi à la révocation d'une autre directrice générale et même du président du conseil d'administration de la CNAMGS. On parle là de fond en comble des détournements enregistrés au sein de cette institution. Et puis, effectivement, la CNAMGS a un problème. Vous avez vu comment défilent les directeurs généraux de cette entité? Il y a un problème. Je crois que l'organisation n'a pas été très bien faite. Je pense qu'il faut dissocier l'aspect financier de la direction administrative fonctionnelle de la CNAMGS. Vous verrez que les choses iront pour le mieux. Créer un trésor ou une caisse financière pour gérer les fonds de la CNAMGS et laisser l'organisme être géré sur le plan administratif et tout ça, décision administrative. Tant que les DG de la CNAMGS auront la même mise sur les finances, ils vont défiler, un par un. Il faut leur retirer cette partie financière qui donne des avis seulement. Je crois que ça irait mieux. Ou encore, il faut peut-être organiser des journées de réflexion sur la CNAMGS, que chacun donne son avis. Des journées de réflexion qui permettront de voir un peu plus clair, permettront la réorganisation même de cette entité. Exactement. Il faut la réorganiser. Je crois qu'il y a un problème. Il faut un toilettage de fond en comble. Oui, il y a un problème. Il faut vraiment la réorganiser, cette CNAMGS. Et dites-nous, quel est votre point de vue sur la décision qui a été prise par le président du conseil d'administration, M. Alec-Claude Kouakoua, qui décide comme ça de mettre hors d'état de nuire sa collaboratrice la plus proche? Je ne sais pas si vous le connaissez personnellement. Je ne pense pas. M. Alain-Claude Kouakoua, que je connaissais, que je connais, était un monsieur pondéré. Très pondéré, très respectueux. Et il a l'air patient, ce monsieur. Mais s'il est arrivé à prendre une telle décision, je pense qu'il en avait un ras-le-bol. C'était le trop plein, je pense. Et il ne risque pas de faire trop d'erreurs, surtout à ce niveau de responsabilité. C'est là où je dis que Mme Koy, c'était très maladroitement prise. C'était maladroitement prise. Quand un monsieur comme ça prend une décision, il ne faut pas s'amuser. On ne peut pas la prendre d'un coup de tête. C'est qu'il s'entourait de toutes les précautions.
Parce que c'est quand même un directeur général de la CNAMGES. C'est qu'il s'en toutes les précautions. Et s'il en est arrivé là, c'est que c'était dans ses droits et il a fait comme le texte lui garantissait. Après un constat fait de fond en comble, sauver les meubles était certainement la décision qu'il fallait prendre au mieux. Mais oui, mais après, déjà la première décision était bonne. Suspension provisoire. Mais la réaction avec le courrier que le directeur général envoie en son endroit, quelle que soit l'administration, personne ne pouvait plus la garder là. Une forme de contestation à la décision qui a été prise. Oui. Le non-respect de la hiérarchie. C'est ça. Et à partir de cet instant, je pense qu'on ne pouvait plus laisser. Même s'il y avait une bonne volonté, sur le plan administratif, c'était pas possible. On ne pouvait plus laisser. La CNAMGES est une régie financière. Au fil de ces années, évidemment, vous l'avez dit, des détournements massifs y ont été constatés, mais dans tous les cas, docteur, dans vos différentes structures, je parlais des médecins en général, connaissant les missions qui sont celles assignées par cette entité. Vous savez, quand j'étais à la direction générale du CHR, comme on l'appelait à l'époque, le CHR, l'actuel était le CHR, j'étais président de la commission d'évacuation sanitaire. Je présidais une commission d'évacuation sanitaire. Qu'est-ce qu'on faisait? Tous les dossiers d'évacuation sanitaire étaient soumis à la direction générale du CHR, qui était le plus grand hôpital. Il y avait tous les spécialistes. Nous avions une commission médicale dont je présidais. Nous analysions ces dossiers et une fois retenu, quand je mettais mon accord, le dossier allait au ministère de la Santé pour le circuit financier, la mise en forme de l'évacuation sanitaire. Mais la CNAMGES aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit et les dossiers et c'est elle qui décide qui elle envoie. Vous pouvez être spécialiste, vous écrivez, vous envoyez. Elle a ses médecins, elle, qui jettent coup d'œil, qui, voilà, quand ils donnent le rapport, vous êtes parti, ils ne donnent pas, vous ne partez pas. Donc la CNAMGES décide en elle-même qui elle va envoyer l'évacuation, qui elle n'évacue pas. Bon, c'est pour dire que quand je vous dis que cette CNAMGES devait être revue, qu'on essaie de revoir son fonctionnement, son organisation. Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de manquements. Et il y a beaucoup d'excès aussi. C'est pour cela, c'est une structure qu'il faut vraiment entrer en profondeur pour comprendre ce qui se passe réellement là-dedans. Qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Non, moi je suis médecin. J'ai été une fois bien malade. J'ai sollicité, même pas moi, parce que je n'étais pas dans le je ne peux pas solliciter ça. Mes confrères, ceux qui me suivaient, ont trouvé qu'il fallait déjà une évacuation rapidement. Pour mes yeux. Donc, sinon, je prendrais un coup. Le dossier a été fait déposer avec tous les accords des confrères, tout. Mais jusqu'ici, je n'ai jamais été évacué. Parce qu'à un moment donné, quand le dossier arrive, après la commission médicale, le dossier va à la commission financière qui dit non, on ne peut pas l'évacuer parce que c'est un fonctionnaire et que le compte, à l'époque, le compte des fonctionnaires et des militaires, s'il était main de non permanente, on l'aurait évacué, mais comme c'est un fonctionnaire qui est dans le compte, il ne peut pas. Alors que nous cotisions régulièrement. Donc voilà comment je ne suis jamais parti en évacuation. Pour ma vue. C'est pour dire qu'il y a des situations quand même compliquées. On ne peut pas comprendre qu'un confrère qui cotise dans une caisse d'assurance maladie ne peut pas être évacué au prétexte que le compte des fonctionnaires est débitaire. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça?
Ce n'est pas vous qui gérez. C'est pas moi qui gère, je suis dans le besoin. Il y a tout un arsenal d'ouvriers Voilà. affectés. Et quand mes amis et parents voient que ma situation s'aggrave, une cotisation est vite faite, tout de suite, on m'envoie. Je vais en France me soigner. Et quand je reviens, j'amène mes factures. Et les billets et tout à la Grande Geste. La Grande me dit non, monsieur, vous êtes parti de vous-même, nous ne pouvons pas vous rembourser. Donc il fallait que je laisse attendre la mort. Voilà un exemple. C'est pour dire qu'il y a beaucoup, et ça c'est déjà à mon niveau. Qui sait ce que subissent les autres? J'ai dit, cette grande geste est à revoir dans son organisation. Il faut revoir la grande geste. Il y a beaucoup de problèmes que nous ne comprenons pas. Même le respect au niveau des confrères, tout ça, il y a beaucoup de choses à revoir là-dedans. Au niveau du respect des partenariats également, à ce niveau aussi, il faudrait... Mais c'est surtout ça, parce que la grande geste n'a pas d'hôpitaux. Non. Encore moins de pharmacie aussi. Ni de pharmacie. Elle en avait une, je crois, qui est fermée peut-être. Mais la grande geste traque des partenaires multiples, mais qu'elle considère comme ses subalternes, comme ses employés, comme si elle nous employait. Quel pourrait être le rôle du ministère de la Santé dans cette histoire? Surtout dans le cadre de la réorganisation de ce qui paraît ici être une boîte de Pandore. Je crois que si jamais l'idée de réorganiser la grande geste est retenue, le ministère de la Santé devra prendre une part importante dans cette organisation. C'est des activités de santé, les soins, les médicaments, c'est des activités de santé. C'est une question de santé publique. Oui, c'est santé. Donc le ministère de la Santé devrait avoir une part importante dans cette organisation. Au moins pour donner des canevas, pour expliquer comment faire. Parce que là, vous n'allez pas comprendre. On ne sait pas qui décide quoi, qui fait quoi dans la grande geste. Non. C'est comme dans certaines pharmacies. Quelqu'un va acheter un médicament. Il va acheter un médicament. Il amène une ordonnance établie par, disons, un médecin chinois ou cubain qui n'est pas forcément inscrit au tableau de médecin. La pharmacie dit non, il faut qu'il soit écrit au tableau de médecin. Attends, il y a des médecins de coopération. Où est-ce qu'il est écrit qu'un coopérant ne peut pas faire une ordonnance dans une pharmacie? Il faut qu'il soit écrit au tableau de médecin. Il y a des situations comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Notre pays doit être réorganisé dans certains secteurs, surtout au niveau de la grande geste, tout ça, il faut le voir. C'est quand même des activités qui sont liées au ministère de la Santé. Surtout que l'on parle de la Ve République. Il faudrait que l'on s'arrime à la donne que nous exige la Ve République, Oui. dans tous les secteurs d'activité d'un docteur. Oui, et c'est vrai. Nous sommes à l'ère de l'excellence. La Ve République doit être une république d'excellence. Et nous avons une expérience aujourd'hui nous permettant de prétendre à une excellence. C'est sûr. Et l'excellence sous-entendrait éventuellement prendre en compte tous ces aspects de manière à ce que tout aille dans les normes et que l'on parle d'un essor véritable à la félicité. Oui. Vous voyez, quand je suis promu directeur général, d'abord à l'hôpital, ensuite au ministère de la Santé, mais j'ai une formation de médecin. Je ne suis pas gestionnaire des établissements sanitaires. Rapidement, je me dis, ah, là, il y a un problème. Je vais en France, je vais faire des formations, je commence à chercher dans Google, ceci, des petites formations d'administration sanitaire, et je tombe sur une formation de 3 mois, gestion des établissements sanitaires. Je m'inscris, je le fais rapidement, pour comprendre ce qui se passe.
Parce que je me dis, non, là, il faut quand même que je comprenne ce qui se passe. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et après, je faisais des remplacements à l'île Maurice dans les hôpitaux. Des vacances, je me reposais pas. À chaque fois, je demandais si je peux avoir un emplacement dans une direction là-bas, ou bien je peux venir faire un stage de direction. Je le faisais tout le temps, pour voir comment on peut bien diriger un établissement sanitaire. J'étais déjà nommé, mais je le faisais. Je posais mes vacances pour cette formation, pour mieux comprendre ce qui se passe. Et pour apporter une expertise certaine. S'il y a des choses qui ne se font pas chez nous comme ailleurs, j'essaie d'apporter un équilibre. Et je le faisais. Aujourd'hui, il y a des situations où on prend quelqu'un, on responsabilise. Parce qu'on se connaît, parce qu'il y a la confiance, parce que pour être responsabilisé aussi, il faut la confiance. Il n'y a pas que la connaissance du domaine. Il faut aussi un critère de confiance. Évidemment. On met aujourd'hui, mais les gens non. Puisqu'on a confiance, le monde fait confiance, je fais ce que je veux. C'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu, il faut véritablement prendre en compte tout ce qu'il y a comme préoccupation évoquée par l'ensemble des composantes au niveau de la nation, surtout nous, si nous voulons atteindre l'essor vers la félicité. Nous échangeons avec le docteur Kébi qui voudrait probablement ajouter un aspect sur cette question. Docteur, nous allons, oui, allez-y. Oui, vous voyez, chez nous, en médecine, on a toujours dit que le médecin le plus ancien reste le meilleur. Parce que on suppose qu'il avait plus de cas que le nouveau. D'accord. Il a rencontré plus de cas que le nouveau. Et c'est pour cela le médecin le plus ancien reste le meilleur. Par rapport à la casuistique. Vous venez d'arriver. Vous n'êtes pas sûr d'avoir consulté 1000 personnes peut-être. Celui-là a peut-être consulté 2000 personnes. Sûrement, il a plus d'expérience que vous. Et donc il est meilleur. C'est un jugement que nous avons en médecine. C'est pourquoi les anciens sont respectés. Parce qu'on suppose qu'ils ont eu plus de cas que nous. Mais aujourd'hui, c'est pas ça dans les administrations. Quand vous allez voir un jeune directeur qui est là, pour lui, il est tout permis, il est directeur, il est au-dessus. L'ancien a fait son temps, c'est maintenant son temps à lui. Et c'est d'une manière irrespectueuse qu'il veut le faire sortir. Quand vous allez, à peine il vous regarde, vous êtes debout. Ça ne le gêne même pas un peu. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va atteindre les sorts aujourd'hui? Serait-ce mal comprendre les principes régissant le fonctionnement du métier? C'est ça. Il faut comprendre ces principes et les respecter. Si on ne veut pas avoir des problèmes, on le fait comme ça. Maintenant, je ne sais pas comprendre, on applique et c'est bon. Appliquer ces principes, c'est d'ailleurs la méthode salvatrice si l'on voudrait peut-être mieux exceller, mieux parvenir à ses fins, mieux accomplir son devoir, surtout un devoir aussi capital qui est celui d'un médecin. Ce devoir aussi, c'est un métier, il faut le dire, un métier sacerdotal, un métier sacerdotal. Et là encore, il faudrait que l'on procède à la vérification pour savoir qui peut encore l'exercer par une vocation. Aujourd'hui, il s'agit juste d'une réinsertion sociale. Docteur, ce n'est peut-être plus par vocation que les gens intègrent ce domaine de compétences. Ce que vous dites est plus vrai que aujourd'hui, nos jeunes qui terminent des études de médecine, si vous lui dites de venir faire un stage, venir travailler, il vous demande combien vous me payez, vous serez payé à combien? C'est la première question qu'on vous pose.
En autre temps, on ne pouvait jamais poser une telle question. Oh, un vieux vous dit, un ancien vous dit, écoutez, petit, j'ai besoin de toi dans mon service. D'accord, s'il y a disponible, vous allez vous prendre. Il ne vous demande pas comment vous allez venir au travail. Il vous dit, j'ai besoin d'accord. Mais le médecin, il vous voit, il dit, ah, mais ce petit doit avoir, il a besoin quand même du transport, il a besoin de ça. Et il vous fait la suite, la finalement, il vous donne, sinon vous ne viendrez plus. Et il comprendra pourquoi vous ne viendrez plus, alors qu'il a besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de poser à cette demande à combien je serai payé. Première question. Et ça, c'est sur les 3 quarts des jeunes aujourd'hui. Le médecin. Mais seulement, on n'a jamais été comme ça. Et nous, quand je terminais mes études, je me souviendrai que quand on nous donnait nos diplômes, le professeur Bachou, à l'époque, Agrégé Bachou, me disait, cher confrère, docteur, je vous remets ce diplôme qui vous met au service de l'homme. Vous allez penser homme, tout ce que vous ferez sera pour l'homme. Les problèmes liés à l'alimentation, aux véhicules, à l'hébergement et autres seront pris en charge par d'autres entités. Vous donnez vos diplômes. Nous, on avait ça. Et c'était vrai. Et quand je suis rentré au Gabon, au début, j'ai presque été dans cette logique. Je suis arrivé, j'ai été recruté, affecté à l'intérieur, je suis parti. Je n'avais pas de salaire, je ne connaissais pas ce qu'il fallait faire. J'ai essayé tout, je suis parti à mon poste. À l'époque, le directeur me disait, vous aurez droit à un panier tous les mois. Vous êtes logé, vous serez nourri, allez à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital. J'avais un logement. Mon logé m'avait eu un véhicule, puis j'étais responsable d'un établissement sanitaire. J'avais un panier. Toutes les semaines, j'avais un panier de nourriture et tous les jours, je ne payais ni courant, ni eau, j'étais logé et je travaillais. Je n'ai pas pensé au salaire, je travaillais tous les jours. Jusqu'à ce qu'on m'appelle, passer signer des documents pour un éventuel salaire. Très bien. Sinon, je n'aurais pas pensé, je n'ai pas pensé à l'avant. Et quand je suis arrivé aux affaires, je le faisais aussi. Ceux qui terminaient, je leur trouvais des affectations, les internes qui terminaient avaient quelque chose par mois et tout ça. J'essaie de faire ça. Au nouveau médecin. J'essaie de faire ça, de rendre ce moment. Mais aujourd'hui, après un moment, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus loger les jeunes médecins qui terminaient. Parce qu'il y avait maintenant d'autres conditions. Quand ils terminaient, s'il allait à l'intérieur, il n'y avait plus de logement. C'était compliqué. L'histoire des paniers s'était arrêtée. Et tout s'est arrêté comme ça. Tout d'un coup, vraiment, nous imaginons le climat. Je ne pouvais plus rendre aux autres ce que j'ai reçu, par exemple. Parce que les choses se sont corsées, je ne sais pas pourquoi. Heureusement pour vous, c'est un métier sacerdotal que vous avez toujours aimé. Bien sûr. Et pour y arriver, il faudrait avoir la vocation, c'est-à-dire avoir reçu un appel pour être au service de l'homme, penser l'homme, pour que l'homme, dans tous les cas, puisse être mieux servi. Docteur, nous allons marquer une pause. L'histoire de vous laisser certainement vaquer tout de même à une occupation, parce que nous savons que vous êtes tellement sollicité. Et marquer une pause ferait du bien, certainement quelqu'un qui s'attend à être visité. À tout de suite, docteur. Merci, monsieur.